Les chiffres de la criminalité sont en baisse dans le canton, moins 35% depuis 2013. Une bonne nouvelle pour la chef du département de la sécurité Béatrice Métro, mais cette amélioration est à pondérer. Le canton de Vaud reste, après Genève, celui où on compte le plus de vols par effraction et par introduction clandestine avec 9,3 cas pour 1000 habitants. Et la ville de Lausanne est même championne de Suisse avec un taux de 12,5. Au-delà des chiffres, c'est le sentiment d'insécurité des Vaudois qui est le plus préoccupant. Cette législature a été marquée par l'essor du deal de rue et de la mendicité. Dans les deux cas, des mesures ont été prises, mais les résultats ne sont pas encore satisfaisants. En dépit des 250 places de détention créées depuis 2012, les prisons sont pleines. Et en 2016, la justice vaudoise a ouvert davantage d'enquêtes que l'année précédente. Cette législature a aussi été marquée par la gabegie judiciaire autour du meurtre de la jeune Marie en mai 2013. Son tueur, Claude D, était en fin de peine après un premier crime. Les conditions de sa libération partielle ont déclenché d'importantes réflexions autour de l'ordre judiciaire vaudois. Une commission de députés avait même demandé de reprendre l'enquête administrative qui avait suivi le drame. Quels enseignements ce fâcheux épisode a-t-il permis de tirer ? Troisième thème donc de la soirée, on va vous parler de sécurité et justice. D'abord, une petite excuse, malheureusement. Comme nos invités parlent beaucoup, on n'a pas pu parler de culture, mais on en parlera pour le deuxième tour, si vous êtes d'accord. S'il y a deuxième tour, bien évidemment. Nous a rejoint Pierre Maillard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes bien sûr le président du Conseil d'État, président depuis 2012, vous êtes au Conseil d'État depuis 2004, Parti socialiste, et vous êtes en charge de la santé et de l'action sociale. En matière de sécurité, le PS propose de renforcer la présence policière de terrain pour améliorer, je cite, le sentiment de sécurité et traiter rapidement les premiers signes de radicalisation. Est-ce que selon vous, il y a des risques importants de radicalisation dans le canton de Vaud ? C'est deux choses un peu différentes, mais je pense que c'est un des thèmes des prochaines années, oui, tout à fait. Je crois qu'on est dans une situation où on a encore été préservé, mais en fait pas vraiment. On a quand même eu deux personnes de notre canton qui sont décédées dans les attentats de Nice, une famille déchirée par cette tragédie. Et donc ça nous montre à quel point c'est proche. Et je crois qu'il y a deux sujets. Il y a l'aspect sécuritaire qui doit être traité, évidemment. Béatrice Métro nous informe régulièrement sur les liens qu'elle a avec la police fédérale et le renseignement que nous devons avoir. Mais il y a aussi, au fond, le terreau sur lequel ces risques sécuritaires reviennent, qui est le fanatisme. Et le fanatisme, comme tout phénomène social, ça demande une réponse politique et des politiques publiques. Donc je pense que ce sera un des sujets que nous aurons, parce il ne faut pas se leurrer, on n'est pas, même si c'est plus serein chez nous, pour l'instant, c'est des phénomènes qui sont à l'œuvre dans l'ensemble des pays occidentaux et sur l'ensemble de la planète. Jacques Nicolet, il y a une inquiétude qui va jusque dans les écoles. Hein. Vous le savez, il y a un questionnaire qui circule dans les établissements publics. Pour vous, les réponses sont adéquates aujourd'hui par rapport à ce souci d'une potentielle radicalisation ? Et sinon, que faire ? Alors, merci pour cette question. Je suis quasi sûr qu'aujourd'hui, dans les écoles, on a suffisamment de moyens de contrôle dans les écoles pour analyser et voir ce qui se passe. De nouveau, on parlait scolarité tout à l'heure, on parlait école, et les profs de classe sont de nouveau les meilleurs pédagogues et les meilleures personnes pour voir à un moment donné que ton enfant commence à déraper un petit peu. C'est ceux qui passent le plus de temps avec. Hein. Ils passent souvent plus de temps avec, ou ils devraient passer plus de temps si on peut renforcer la maîtrise de classe, mais ils passent peut-être plus de temps avec que certains parents. Et je crois que c'est aussi important de pouvoir avoir ces signes-là. Et puis c'est un rôle de plus qu'on met sur les épaules des profs de classe. François Pointet, votre député Claire Richard a demandé en octobre dernier la création d'une helpline à disposition du public pour prévenir la radicalisation d'un proche. Est-ce que vous n'êtes pas quand même en train de peindre un peu le diable sur la muraille ? Non, on ne peint pas le diable sur la muraille. Si on imagine comment les gens se radicalisent, on sait que les parents, les proches le constatent. Mais ils n'ont aucun moyen pour obtenir de l'aide. Et c'est ça que nous désirons. Si nous prenons tout le problème du terrorisme, nous sommes toujours dans un système réactif. Nous réagissons à des actes terroristes parce que nous n'avons pas cherché à comprendre ce qui se passait avant l'acte terroriste. Et là, il faut vraiment... Nous avons la chance de ne pas être encore trop impliqués dans ces problèmes terroristes en Suisse. Donc prenons cette chance pour prendre la problématique à sa source. Béatrice Métro, un des éléments de ce débat, il
s'agrège autour de la question des religions et de l'intégration des religions. Il y a une loi sur les religions qui, pour l'instant, n'intègre pas les musulmans de la même manière que les autres religions monothéistes judéo-chrétiennes. Quelle est votre position sur la relation qu'on doit établir avec la religion musulmane dans le canton de Vaud? Alors d'abord, ce n'est pas une loi, c'est un règlement que le Conseil d'État a promulgué pour mettre en œuvre cette fameuse loi et cette fameuse constitution. Mais c'est important. C'est important parce que la loi, elle pose le cadre de la reconnaissance des communautés, quelles qu'elles soient. Ça, c'est important à souligner. Le règlement, il est extrêmement exigeant. Il pose vraiment tout un tas de critères d'observation de la communauté en question, quelle qu'elle soit, des exigences de reconnaissance des droits fondamentaux, des reconnaissances de l'égalité homme-femme. Enfin, il y a tout un tas de critères. Je ne reviendrai pas là-dessus. Mais pour moi, il est important que les communautés religieuses, quelles qu'elles soient, qui sont dans ce canton, qui vivent depuis des années dans ce canton, soient intégrées à la société. Et c'est bien ce qu'a proposé ce règlement. Donc pour moi, une communauté qui est présente, qui s'intègre, on peut avoir un dialogue avec elle, on peut échanger avec elle, et ça limitera vraisemblablement... Est-ce qu'on a le temps d'attendre encore aujourd'hui? Est-ce que alors, dans ces relations... Alors il y a deux choses. La reconnaissance et puis toute la discussion qu'on vient d'avoir sur la radicalisation. La radicalisation, le Conseil d'État est en train de travailler là-dessus. Effectivement, il y a eu l'interpellation de Mme Richard, il y a eu une autre interpellation d'une députée PLR demandant un bilan, et puis au niveau fédéral, on travaille aussi sur la radicalisation. 3 départements sont concernés, le département de Mme Lyon, le département de M. Maillard et le mien. En termes de radicalisation, ce qui est important de voir, c'est l'identification, c'est la prévention, c'est pouvoir discuter avec des personnes qui sont au courant de ce qu'il faut faire. C'est vraiment l'accompagnement social. Et tout ceci, nous sommes en train de travailler sur ces questions-là, et le Conseil d'État, comme l'a dit M. Maillard, aura une réponse politique. Quant à la réponse sécuritaire, on y viendra sûrement. Yvan Le Carénier, aussi votre avis. Quand on vient, comme vous, c'est votre cas, d'une ville comme Vevey, est-ce que, quand on parle de radicalisation, on se sent concerné, même à Vevey? Non, je pense qu'on en parle beaucoup plus que la réalité de ce qui se passe dans la société. Et puis, peut-être, c'est quand même intéressant de parler de sécurité parce qu'il y a effectivement des choses dans la société qui font qu'on n'est pas en sécurité. Et la première des choses, alors des fois j'ai l'impression que c'est un peu un scoop de le dire, puisqu'on n'en parle pas, mais c'est les centrales nucléaires qui mettent en danger l'avenir de l'aventure humaine en Suisse et ailleurs. Donc ça, c'est un réel problème de sécurité qui nous impose de vivre tous les jours en état d'alerte permanent, au cas où il se passerait quelque chose. On l'a vu, l'histoire nous l'a montré, personne n'est à l'abri. Donc je pense qu'en matière de sécurité, souvent, on n'aborde pas forcément les thèmes comme il faudrait. Il y a un sentiment d'insécurité au sein de la population qui est réel, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le traiter, mais je pense que la meilleure des choses pour le traiter, c'est faire le pari de l'autre, de ne pas vivre dans une société individualiste, où c'est chacun pour soi, où on met tout le monde en compétition dans tous les milieux, que ce soit à l'école, dans le monde du travail, et même dans les loisirs. Donc en allant en promouvant d'autres valeurs de la vie, on peut faire le pari de l'autre, et du coup se sentir aussi plus en sécurité, parce qu'on sait qu'on peut compter sur la communauté. Pascal Broulis, les chiffres de la criminalité ont été publiés très récemment. Dans le canton de Vaud comme dans l'ensemble de la Suisse, ils sont en baisse. Un des phénomènes identifiés quand même pour expliquer cette baisse, c'est l'arrêt d'afflux de gens qui sont venus ici après le printemps arabe. On sait que ça avait provoqué un certain nombre de tensions et de difficultés. Il y a aussi la maîtrise d'un certain nombre de domaines comme le domaine des cambriolages, etc. Est-ce que ces mesures-là sont pérennes? Est-ce qu'on est simplement dans un phénomène conjoncturel? Comment est-ce que vous voyez les choses? L'amélioration ou la dégradation? L'amélioration. D'abord, elle est due au renforcement de la chaîne sécuritaire. Dans sécurité, il y a également aussi sécurité sociale. Le terme sécurité, il couvre beaucoup d'autres choses que uniquement la sécurité nucléaire. Mais revenons à votre question. Je pense que le fait d'avoir renforcé durant cette législature, mais aussi la précédente, la formation,
le nombre de policiers, toute cette chaîne qui a été aussi travaillée avec les communes, donne aussi un renforcement clair de la sécurité de terrain. Ensuite, c'est vrai qu'on a eu la période du printemps arabe, où on a vu des vagues de réfugiés, une immigration importante, qu'il a fallu aussi intégrer, qu'il a fallu accompagner. On voit qu'aujourd'hui, on a plutôt une diminution du nombre d'ouvertures de centres de requérants d'asile, qu'on a pu fermer certains sites aussi qui étaient plutôt précaires au niveau de l'accueil. Donc voilà, aujourd'hui, on peut dire que le travail du gouvernement durant cette législature, la précédente, et puis la suivante, porte ses fruits. Et on voit également que le fédéralisme suisse, cette proximité avec l'usager, le citoyen, les 26 méthodes des gouvernements, Mme Métro a raison de dire que nos méthodes aujourd'hui sont enviées. Vu de l'étranger, on voit que le modèle suisse, de par son éclatement dans le territoire, qu'il n'y a pas de police fédérale à proprement parler, porte ses fruits. Donc ce contrôle, également aussi le fait d'avoir renforcé Strada, c'est un tout qui fait qu'au final, la palette sécuritaire dans le domaine aussi de la prévention porte ses fruits et on peut que s'en réjouir. En matière de justice, il y a eu durant la législature l'affaire Marie en 2013, on en a beaucoup parlé à l'époque. Madame Métro, vous avez même jugé à l'époque que le fonctionnement de l'administration pénitentiaire était trop souple, voire inadéquat. Est-ce que 4 ans après, la situation s'est réellement améliorée? Alors je dirais que pour l'affaire Marie, ça a amené, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a amené un certain nombre de modifications dans le système pénitentiaire et des modifications légales qui ont permis une meilleure fluidité dans le système pénitentiaire lui-même. L'affaire Marie, c'est tout un enchaînement. Il n'y a pas eu que le système pénitentiaire qui a été impacté. Il y a eu aussi beaucoup de questions qui ont été posées sur la justice. Il y a eu aussi les relations entre le Grand Conseil et la justice. Donc au fond, effectivement, l'affaire Marie a amené de nombreuses questions, mais au sein du service pénitentiaire, nous y avons répondu avec les moyens pour le personnel, les moyens pour l'Office d'exécution des peines, les moyens aussi pour améliorer la fluidité des informations, j'insiste là-dessus, entre le milieu médical et le milieu pénitentiaire. Pierre-Yves Maillard, vous avez quand même, vous avez été le président d'une législature qui a été marquée évidemment par cette affaire, mais aussi en marge de cette affaire, ou déclenchée par cette affaire, un véritable clash entre le monde des avocats et le monde, disons, de l'administration judiciaire. Est-ce que ces tensions ont été réglées et si oui, de quelle manière est-ce que vous pensez qu'une telle situation de tension extrême qu'on vit rarement dans le canton de Vaud ne pourrait plus se reproduire? Bon, moi, je pense qu'on devrait plutôt parler de l'affaire Dubois que de l'affaire Marie. Oui. Le criminel, c'est Dubois, et Marie était la victime. Et elle aurait causé aucune affaire s'il n'avait tenu qu'à elle. Donc, ce genre de choc, c'est évidemment le genre d'événement auquel on n'est jamais préparé quand on aspire à des fonctions de ce type. Ça fait partie du travail de devoir supporter ce genre de tragédie, avec évidemment les proches qui la vivent évidemment encore autrement violemment que nous. Ça choque, ça pose des questions. Les gens ont besoin de réponses, les gens ont besoin de trouver des coupables, au-delà du coupable lui-même. Et c'est des moments où on doit essayer de garder la tête froide. Et j'aimerais ici dire que Béatrice Métro a quand même subi à ce moment-là une période extrêmement forte, avec un courage et un calme qui nous ont tous impressionnés. Comme elle a d'ailleurs un des bilans en termes sécuritaires, elle est assez modeste, mais qui sont absolument remarquables. Et pendant ces moments-là, on a vu effectivement un choc dans les institutions. On a cherché des responsables, il y a eu des fautes, elles ont été reconnues. Et ça, je crois que c'est très important de le faire. Et c'est vrai que dans l'ordre judiciaire, il y a parfois, comme dans tous les pouvoirs, une difficulté à admettre une faute. Et là, je crois que le président de l'ordre judiciaire a fait l'effort de dire qu'il y a eu une erreur de jugement. Ça peut arriver. C'est dramatique, mais ça peut arriver. Le Grand Conseil a voulu aller plus loin. Ça nous a mis en évidence aussi sur la question de la surveillance de l'ordre judiciaire. Qui surveille l'ordre judiciaire? On sait évidemment que c'est le Grand Conseil, mais comment est-ce qu'il le fait? Là-dessus, nous avons travaillé, passion apaisée, en essayant de trouver un modus vivendi. On travaille aujourd'hui sur un projet de refonte de la surveillance de l'ordre judiciaire. Le Grand Conseil est consulté sur un projet du Conseil d'État. Il fera des contre-propositions. Ce sera l'un des enjeux de la prochaine législature. Mais je suis heureux qu'on ait pu sortir de là en essayant quand même d'avoir des institutions qui se sont
au fond, quand même, malgré la difficulté, respectée, et avec une situation qui s'est améliorée par des mesures. Parce qu'il y a eu il y a eu des conclusions qui ont été tirées. Un durcissement sur les libéralisations conditionnelles, un meilleur échange d'informations entre le monde médical et le pénitentiaire, Madame Métro en a parlé, un dialogue renforcé entre la justice et le service pénitentiaire qui ne doivent pas se juger comme censeurs l'un de l'autre, mais vraiment comme coopérateurs dans une politique publique. Jacques Nicolet, on entend des améliorations vantées, défendues par Pierre Maillard et Béatrice Métro. Vous êtes d'accord? Est-ce qu'on peut encore aller plus loin, selon vous? Alors, sur cette question, je suis d'accord dans le sens où j'étais encore à la vice-présidence du Grand Conseil lorsque l'affaire Dubois est arrivée. C'est une affaire qui a ébranlé toute la population et tous les politiques de ce canton. Et il est vrai que des solutions, enfin notamment une solution a été trouvée sur le fait de faire reposer la décision de libération plus sur une seule personne, mais sur au minimum 2, sauf erreur, ce qui permet quand même, parce que c'est vrai qu'on a attaqué frontalement la personne qui a pris cette décision, et puis ma foi, voilà, c'est toujours la même chose dans la vie, quand on prend des décisions. Après, il y a des conséquences qui peuvent être dramatiques, et c'était le cas là-dessus. Donc, je pense qu'on a trouvé pour l'heure une bonne formule. Après, le fait d'avoir une révision sur le contrôle judiciaire, le contrôle politique sur le judiciaire, c'est certainement quelque chose d'intéressant à mettre en œuvre. Simplement, il faut toujours avoir le respect de la séparation des pouvoirs, ce que parfois certains politiques, dont je fais partie, ont tendance à oublier. Juste un mot pour dire que malgré toutes les mesures qu'on prendra, et toutes les conclusions qu'on tirera, malheureusement, on ne pourra jamais garantir que ce genre de drame ne se reproduise pas. Il faut quand même être clair. On doit tout faire pour essayer de l'éviter, mais des décisions doivent être prises, et les juges ont un travail extrêmement difficile de décider qui peut sortir et qui doit rester en prison. Et à chaque fois, évidemment, ils courent le risque que la réalité démente leur appréciation, parce que c'est un des métiers les plus difficiles à faire. Il faut aussi accepter que des gens prennent ses responsabilités et avoir de la reconnaissance pour ce qu'ils font. Très rapidement, Madame Métro. Oui, je voulais rebondir sur le fédéralisme. Et au fond, cette affaire-là a été portée sur le plan fédéral, où chaque canton a dû trouver des solutions pour pouvoir résoudre ces difficultés-là. Et une motion UDC a été posée au Conseil national visant à ce qu'un juge ou la personne qui prend la décision de mettre en libération conditionnelle soit personnellement déclaré responsable s'il y a récidive. Donc, au niveau fédéral, il y a eu une discussion. C'est difficile à accepter, ça, que la personne qui prend une décision de libération conditionnelle soit personnellement responsable en cas de récidive. Cette motion est en discussion aux chambres fédérales et je pense bien qu'elle ne va pas passer le cap des chambres fédérales. Dans cette législature, il y a également eu des créations de places pénitentiaires, 250 places pénitentiaires créées. Yvan Lucarini, c'est la solution de créer des places pénitentiaires? Oui, peut-être même qu'il faudrait en créer un peu plus pour une certaine catégorie de criminels dont on parle pas souvent ici, hein, ceux qui, par exemple, fraudent le fisc, hein, qui sont souvent en plus les plus nantis. Moi, je trouve qu'en Suisse, on a quand même une bonne série de voyous entre des grosses entreprises et des ultra-riches qui soit cachent de l'argent en Suisse, soit ailleurs dans le monde, etc. Et puis là, je trouve que le gouvernement et le canton n'ont pas pris des mesures assez sévères, comme elle le prend avec les fraudeurs de l'aide sociale. On pourrait mettre aussi des moyens énormes là-dedans contre les gens qui pillent nos caisses, en fait, qui pillent les caisses publiques. Et puis après, on va expliquer aux gens, écoutez, vous allez devoir travailler plus longtemps parce que malheureusement, regardez, les caisses sont vides, on nous a tout pris. Donc là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose en matière de justice. Et M. Boulis se dira, mais dans le paquet Rio 3, il y a un renforcement des inspecteurs fiscaux. C'est déjà même le cas. Combattu. Et dans les chiffres des comptes, dans les chiffres des comptes 2016, je vous invite à regarder, vous verrez que l'efficacité du contrôle fiscal, elle est manifeste, elle s'est renforcée. Mais je vous laisse. Depuis de nombreuses années, on a renforcé les contrôles. On n'a pas attendu vos propositions ce soir. L'égalité, elle ne peut pas exister en fiscalité. Par contre, l'équité des contrôles, la pratique, c'est ce que nous faisons. Et on peut remonter. Et de l'impôt. Ah ben justement, heureusement, vous savez, heureusement, c'est bien ce qui nous différencie entre votre mouvement et puis par exemple mon parti. C'est que je défends la progressivité. Vous prônez l'égalité. Si on parlait d'égalité fiscale, ça veut dire que le taux serait le même pour quelqu'un qui gagne 1 million que quelqu'un qui gagne 10 000 francs. Et c'est bien ce qui remplit la caisse. Mais je sais, mais il parle de justice. Oui, c'est comme la sécurité. Pour M. Carini, la justice, la sécurité, c'est toujours le même vocabulaire. Donc je crois qu'aujourd'hui,
Ce travail, il est effectué. Dans le cadre de la RIE 3, on l'a encore renforcé. La chaîne, avant même l'avènement de la RIE 3 au plan vaudois, et on espère qu'elle sera mise en place. Nous avons engagé des inspecteurs complémentaires et on fait ces contrôles. Et ça donne aussi un sentiment de justice sur le territoire vaudois. François Pointet, il faut plus de places en prison. On doit construire davantage de prisons. Alors même que, disons, on a une prison pour jeunes qui était un peu trop grande. Alors on y a mis aussi des moins jeunes. Bon, ça, c'est des questions de planification. Pour revenir sur le problème de qui on met en prison, hein, puisque ça semble être un problème pour M. Lucherini, il faut bien placer la différence entre le légal et le moral. Chacun a sa propre morale. M. Lucherini semble penser que certaines choses immorales devraient être illégales. Ce n'est pas le cas, donc on doit bien travailler avec la légalité. La fraude fiscale est illégale, mais il y avait d'autres termes qui étaient utilisés dans ce cas-là. Pour ce qui est des places, oui, on ne peut pas garder 6 prisonniers dans une cellule pour 2. Il faut trouver des solutions. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on doit... Ce n'était pas une accusation directe. On doit avoir les places nécessaires pour prendre les prisonniers. Quand même, cette législature, nous avons augmenté de plus de 20% les places en détention sur des propositions de Mme Métro. Nous avons augmenté d'une centaine les effectifs de gendarmes. Dans les communes, avec l'accréditation, il y a à peu près autant de postes de policiers qui sont créés. Nous avons pérennisé Strada. Il y avait des inquiétudes il y a 5 ans sur ce qu'une majorité de gauche ferait en termes sécuritaires. Je crois qu'on a fait la démonstration, évidemment, dans l'ensemble des forces. Il y avait Mme De Quattro aux affaires au début. Mme Métro a pris le relais. Donc on a vraiment montré, je crois qu'on pouvait, là aussi en dépassant quelques slogans, hein, la sécurité, ça a été... C'est marrant parce que c'est le sujet dont on parlait il y a 5 ans, mais aujourd'hui, l'UDC, par exemple, n'en parle plus. Et pour cause, parce qu'au lieu de passer sur des slogans et des messages comme ça qui sèment la peur, on a fait du travail concret avec des moyens, des ressources qui, effectivement, dépendent aussi de notre capacité à avoir des recettes fiscales qui permettent de les engager. Et c'est, je crois, ça qui est la leçon de tout ça. Il n'y a pas de politique publique qui vaille sans moyens et sans la capacité solidaire de financer ces prestations. Création de richesse. Oui, alors, la grosse problématique de l'insécurité au jour d'aujourd'hui, c'est que c'est l'insécurité d'un acte terroriste. Et puis ça, je crois, aussi bien vous que moi, personne ne peut y remédier. Ma foi, on met en œuvre ensemble, alors je crois que c'est l'œuvre de toutes les politiques, c'est vraiment l'œuvre de politique commune, de tout mettre en œuvre pour que ces actes-là ne se perpètent pas chez nous, ça je crois que c'est certain. Après, c'est vrai que sur la statistique de la sécurité, on constate alors des petites modifications de chiffres, mais il y a quand même la violence domestique qui m'interpelle, de savoir qu'il y a 23% d'augmentation. Ben voilà, c'est quelque chose qui interpelle et auquel on doit rester attentif. Une petite dernière question. Une petite dernière question pour, en quelque sorte, clore le débat et nouer la gerbe, à laquelle vous allez chacun répondre, mais hyper rapidement. Est-ce que, après l'élection, est-ce qu'il faut qu'il y ait une vaste rocade dans les départements? François Pointet. Difficile pour moi de répondre à cette question. Si je me retrouve le dernier arrivé, c'est pas moi qui pourrais décider ce genre de choses. Pascal Broulis. Il y a des règles, il faut déjà être élu, puis après on verra. Et le gouvernement s'organise en son sein, c'est les règles démocratiques de la collégialité suisse. Jean-Nicolas. J'accepte le principe des règles, mais je pense qu'il serait difficile de faire beaucoup de rocades dans ce gouvernement, dans le sens où chacun a bien pris en main son département. Et puis, je ne pense pas qu'il y aura de bonnes choses. Madame Métro. J'insiste sur les règles, tout en insistant aussi sur le fait qu'un conseiller d'État doit être ouvert à tout. Thierry Bayard. Tout à fait d'accord avec Béatrice Métro. Et Yves Lucherini. Moi, je dirais que la rocade, c'est plutôt avec des nouveaux candidats, plutôt qu'au sein des sortants. Merci beaucoup. C'est donc la conclusion de ce débat. Merci d'avoir participé. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez pu vous faire une opinion sur les différents candidats et partis politiques en lice pour cette élection cantonale de 2017. N'oubliez pas que vous avez jusqu'au 30 avril pour voter. Et puis, je vous signale également que vendredi matin, nous serons en direct du Parlement, du nouveau Parlement, dès 9h du matin pour la cérémonie d'inauguration du nouveau Parlement vaudois. Madame, messieurs, j'espère que vous y serez tous. Moi, je vous souhaite une très, très bonne soirée et à très bientôt sur la télé. Au revoir.